Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver sur School TV Le Mag. Vous le savez, une demi-heure d'infos, 30 minutes pour tout connaître de la scolarité de vos enfants. Et aujourd'hui, dans Extra School, on s'intéresse aux jeux vidéo, mais vous allez voir, pas n'importe lesquels. Sans plus tarder le sommaire, les jeux éducatifs, on le voit en poupe, décidément, apprendre à lire, compter et bien d'autres choses. Il y en a pour tous les domaines, tous les goûts, apprendre en s'amusant. C'est la seule règle. Mathilde Vessel se sort sa loupe. Dans un instant, je vous disais des jeux pour tous les goûts avec des pédagogies pour le moins diverses. Cette gamification de l'apprentissage montre au fil des années son efficacité. Certains pensent même que ces jeux peuvent à terme remplacer l'école. Pourquoi pas? Question un brin provocatrice que l'on posera dans un instant à mes invités. Et puis plus on joue, plus on apprend. Mais la question de la surexposition aux écrans revient tel un boomerang. Les écrans sont-ils nocifs pour le bon développement de nos enfants? De quel écran parle-t-on? Comment rassurer les parents? On en parle aussi avec mes invités. Je vous les présente juste après la loupe de Mathilde. Salut Mathilde. Salut, ça va? On parle... Ça va super bien. Mais je m'intéresse à vous. Merci cher ami. Ça va d'autant mieux, d'autant plus qu'on parle de jeux éducatifs aujourd'hui. Oui, effectivement. Et quel trentenaire ne se souvient pas du jeu Adibou qui nous a bercé? Peut-être vous connaissez Adibou ou pas? Trop vieux. Trop vieux, ah. D'accord, ok. 43 Adibou, du coup. Ah ouais, non, Adibou, c'était vraiment années 90. Hein, le plein boom d'Adibou, moi j'y jouais, il y avait Adi également. Alors on apprenait le français, les maths, tout en s'amusant. Ça commence bien cette émission, merci. Hein. Désolée, non, mais c'était un peu pour remettre les choses... voilà. Il y avait Adibou Chou, c'était pour les tout petits. Enfin, ça existe toujours, hein, je parle au passé parce que je parle de moi. Mais Adibou, pour les enfants, c'était de 4 à 7 ans. Et puis Adi, donc c'était pour les 10-14 ans. Apprendre en s'amusant, c'est le credo de ces jeux éducatifs. Oui, car effectivement, l'avantage de ces jeux éducatifs, c'est de réussir à plonger l'enfant dans un univers parallèle, dans une certaine ambiance, afin de faciliter l'apprentissage, c'est mieux. Ce sont des jeux le plus souvent immersifs et ils font, je le disais, leur arrivée vraiment dans les années 90. Alors, si Adibou était le jeu de référence dans ces années-là, on a aujourd'hui Powers, dont on en parlera dans un instant, qui est un jeu donc, qui permet de plonger les enfants dans l'univers de Zelda ou encore d'Harry Potter, tout en apprenant le français, l'anglais, les maths ou encore l'histoire géo, bref, les bases. Alors c'est génial, on s'amuse, mais est-ce que c'est efficace? Alors en France, je vous le dis, il n'y a pas tellement d'études sur ce sujet. En tout cas, il y en a une qui a été réalisée au Chili dans les années 2000. Des élèves ont été séparés en 2 groupes bien distincts. Le premier a bénéficié d'une méthode pédagogique classique et l'autre groupe a bénéficié d'un jeu éducatif spécifique. Et les résultats sont sans appel puisque le deuxième groupe, ayant utilisé donc le jeu, a bénéficié des résultats scolaires 50% supérieurs à l'autre groupe, donc c'est pas rien. Et c'est vrai, ces jeux éducatifs semblent être une source de motivation pour les élèves tout en apportant une dimension ludique. Les enfants retiennent plus facilement les informations véhiculées dans les jeux vidéo, malheureusement ou pas, je ne sais pas. Une autre étude en Grande-Bretagne a prouvé que les jeux vidéo éducatifs permettaient de développer des capacités cognitives et motrices des enfants et grâce aux jeux, eh bien, ils organisent même leurs pensées d'une meilleure façon. J'ai l'impression qu'il y a une étude française. Ah, mais, bon. Mais on en parlera, mais on en parlera tout à l'heure. Je n'en ai pas pris connaissance, mais effectivement... Quelque chose me dit qu'il y a peut-être une étude française. Je suis passée à côté d'une info. On en parle peut-être avec nos invités dans un instant. Est-ce qu'on a, ma chère Mathilde, une version plus large? Alors si on ne se concentre pas sur les jeux éducatifs, concernant les jeux vidéo et leur efficacité avec les enfants. Effectivement, les jeux vidéo favorisent la richesse des expériences vécues par les enfants. Il leur permet d'agir sur le réel, de construire des fictions, de développer leur imaginaire. Les jeux vidéo les font aussi travailler sur le fait de perdre, et oui, pas tout le temps de gagner, les aident à développer aussi des stratégies pour gagner. On est mauvais perdants comme moi, quoi. Merci. Voilà, exactement. Vous auriez dû jouer à Adibou, mais vous étiez trop vieux. C'est pour ça que je ne jouais pas. À s'adapter également aux différentes situations ou collaborer avec les autres aussi. Quels sont les jeux conçus pour l'éducation et surtout, quels sont vos conseils? Alors, je ne vais pas vous donner des noms de jeux. Le but, c'est pas de faire de la publicité, à part pour nos invités qui sont là, évidemment. Mais je vais vous citer quand même 3 types de jeux éducatifs pour les élèves de tout âge, que ce soit même collège, lycée. Alors, il y a le jeu de simulation, très utilisé par les élèves qui préparent un bac technologique, par exemple, car c'est vrai, ce sont des jeux de simulation d'entreprise dans lesquels on apprend à développer des villes, des commerces, donc ça, c'est très utile. Il y a les escape games pédagogiques. Alors, ce sont des lieux où il faut être très stratège, trouver des clés avec des indices pour trouver un butin, par exemple, par les escape games, pour ceux qui connaissent. Des enseignants ont même créé donc, des escape games pédagogiques permettant de réutiliser des notions vues en classe. Et puis, enfin, les bacs à sable. Qu'est-ce que c'est? C'est pour moi. Ouais, ça Ce sont des jeux ouverts où tout est à construire pour les joueurs. Donc là, on part de zéro et c'est vraiment super excitant. Il peut même permettre aux élèves de travailler ensemble, ce qui peut évidemment favoriser une bonne entente. Vous avez encore une étude en stock?
Oui, il s'agit d'une étude de médiamétrie, avant de parler de l'étude française apparemment réalisée en novembre dernier, qui fait état du lien entre les Français et les jeux vidéo. Alors dans les grandes lignes, 73% des Français jouent jeux vidéo, au moins occasionnellement, ce qui correspond quand même à 38,28 millions de joueurs, c'est pas rien. Et dans ce chiffre, il y a 88% d'adultes, de plus de 18 ans en tout cas, et les enfants représentent 12%. Donc on se rend compte qu'au final, il y a quand même plus d'adultes qui jouent aux jeux vidéo que d'enfants. Et jeux éducatifs ou non, en tout cas, ils ont de belles années devant eux, ça c'est sûr. Oh que oui. Quel suspense auprès de cette étude française. Je suis même pas sûr d'avoir raison. On en parle tout de suite. Et l'expression orale, c'est avec Adrien Aldassoro. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Head of... oh là là, tout est en anglais. Ouais. Head of Education of Powers. Exactement. Donc Head of Education effectivement, du jeu vidéo Powers. Frédéric Luto, bonjour. Là aussi, ça va être en anglais. Responsable, décidément, dès qu'on est dans le gaming. Responsable développement pour le consortium national Ikigai Games for Citizens. Exactement. On y est. Et puis, on est en Skype avec Romain Vincent. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes dans l'Allier, enseignant en histoire-géographie, doctorant en sciences de l'éducation et vidéaste sur la chaîne Jeux vidéo et Histoire. Merci à tous les trois d'être avec nous. Il y a eu la chronique de Mathilde. Il y a une étude française ou pas ? Parce qu'on a fait le teaser ou pas ? Il y a une étude française, justement, qui fait le lien entre jeux vidéo et efficacité en termes d'apprentissage. Il y a plein d'études françaises. Il y a même des laboratoires de recherche. D'accord. C'est un territoire qui est en plein développement. Vu, il y a un enjeu très fort sur l'hybridation des formations aujourd'hui. Ouais. Et donc, le jeu vidéo, il y a toute sa place, avec son caractère immersif. Voilà. Et donc, et les vertus qu'il possède. D'ailleurs, le jeu en lui-même, ça fait longtemps qu'il a fait ses preuves. Le jeu comme outil d'apprentissage, implication de l'apprenant, etc. Simplement, avec le jeu vidéo, il va prendre une ampleur considérable grâce aux enjeux qu'on parlera certainement après, du big data, et qui l'accompagne. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une petite question, Adrien. C'est quoi la EdTech ? La EdTech, c'est les startups de l'éducation. Toi, ta définition de la EdTech, c'est quoi ? Oui, c'est ça. On a fait court, on a fait simple, et effectivement assez efficace. Beaucoup d'investisseurs chinois et américains, c'est autour des Français ? Pour les investisseurs ? Oui. On espère. En tout cas, il y a du capital qui nous accompagne et qui se renforce. Donc, Mais tu as le sentiment que ça commence justement à intéresser de plus en plus d'investisseurs français. C'est moins difficile qu'il y a encore quelques mois, quelques années de dire qu'un investisseur dit « Tiens, Banco, je vais miser sur toi ». Il y a une tendance qui se dégage, ça c'est certain. En tout cas, c'est ce que nous, de notre point de vue, la pente, on va dire, pour la EdTech est favorable. Powers, c'est tout nouveau, c'est tout beau. Et on voit un extrait. Voilà pour le trailer de Powers, avec ce sentiment qu'il faut faire un produit qui a véritablement un impact, un espèce de Fortnite, j'ai beaucoup entendu, ou plutôt un Animal Crossing de l'éducation, c'est-à-dire ? En fait, le constat à la base, c'est de voir quand même que depuis Adibou, parce qu'on en parlait en introduction, il n'y a pour les enfants pas eu vraiment. Arrêtez d'appuyer sur Adibou, je ne l'ai pas vu, je l'ai raté. Je ne suis pas trentenaire. C'est un point sensible. Il n'y a pas eu de vrai jeu éducatif en fait pour les enfants. Donc le point de départ, c'est celui-là, c'est de se demander est-ce qu'il est possible de prendre un vrai jeu vidéo et d'introduire du contenu éducatif. En fait, comment sans dénaturer l'intérêt du jeu vidéo pour l'enfant. Et comment on bâtit, si je puis dire, cette attractivité dans les jeux vidéo éducatifs? Comment on fait pour avoir la même attractivité que, par exemple, pour un Zelda ou pour un Mario Kart? C'est ma question à les poser. Vous avez 2 heures. D'accord. Oui, la question est ample. Comment on fait? Nous, Est-ce qu'il y a des recettes? Est-ce qu'il y a des règles à respecter? Bien sûr, dans le développement du jeu. Ça va être un travail en profondeur, Bon, nous, on travaille
avec nos partenaires, c'est l'enseignement supérieur et la recherche. Voilà. Donc, on fait de la coproduction de jeux vidéo éducatifs à destination de l'enseignement supérieur. Donc, évidemment, c'est une collaboration étroite avec les chercheurs et les départements d'innovation pédagogique. Donc, évidemment, il y a tout un process d'élaboration du jeu où chaque étape est testée et validée par un processus scientifique. Voilà. Le postulat de Powers, c'est de regarder ce que vous avez parlé de Fortnite. Oui. On regarde simplement ce que font les meilleurs, là où les enfants passent le plus de temps. On prend les 10 meilleurs jeux, Animal Crossing, Zelda, Mario, Fortnite, Roblox. Oui, mais sur le papier, ça a l'air simple, mais j'imagine que ça va être assez compliqué à mettre en musique. Exactement. Si c'était simple, je pense qu'il y en a beaucoup d'autres qui l'auraient fait avant nous. C'est quoi la cible? La cible de Powers, c'est vraiment des enfants autour de 8-9 ans, un peu plus généralement 6-12 ans. On va voir un extrait de Helink, justement, pour voir ce que fait Frédéric Luto. Alors Frédéric Luto, Helink a été primé, c'est ça? Tout à fait. C'est quoi le concept? Alors, c'est un jeu sur les EMI, dans l'éducation aux médias et à l'information. Voilà. Donc, c'est un jeu d'enquête, tout simplement. Voilà. Et effectivement, il a été primé en 2017 pour le prix du jeune public. C'est quoi un jeu éducatif, justement, quand on travaille chez Ikigai Games for Citizens? Quelle est l'approche? L'idée, c'est de gamifier des savoirs et des savoir-faire. Il y a des enjeux. Donc, comme on travaille avec des universités, c'est des jeux qui vont être destinés, par exemple, à des étudiants, mais pas seulement. On travaille aussi avec des associations. Et puis derrière, il y a des enjeux, c'est des diplômes. Donc, c'est effectivement travailler à l'apprentissage, à l'acquisition des savoirs à travers le jeu, avec des processus ludiques, et mettre en place des mécaniques de jeu qui soient réellement effectives sur l'acquisition des savoirs. Adrien, quel est l'apport de l'intelligence artificielle justement dans un jeu comme Powers? Il doit être énorme en fait, puisque le Powers est là aussi pour répondre à un défi de l'enseignant. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de remplacer l'enseignant, je crois que pour Powers, c'est pas du tout notre ambition en tout cas, mais il y a bien une question d'accompagnement. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que le jeu puisse s'adapter au niveau scolaire de l'enfant, tout simplement, si on parle de compétences scolaires. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle doit être assez importante, mais elle ne doit en aucun cas se substituer à la personne? C'est pas la même chose en fait. Le jeu est vraiment un outil pour l'enseignant s'il souhaite l'utiliser. Après Powers, on a a priori pas un outil, même si ça commence à être fait, d'utilisation en classe. C'est vraiment un jeu vidéo à la maison. En fait, on va vraiment essayer de contrer le temps d'écran d'un Fortnite ou ce genre de jeu. Frédéric Luto, quel est le rôle des parents justement quand ils encadrent les enfants concernant les jeux éducatifs, et est-ce que vous pensez justement au rôle des parents, peut-être une question bête, quand vous pensez ces jeux? Pour l'instant, nous, on s'adresse là surtout à des populations étudiantes. Donc, généralement, voilà. Ils sont déjà autonomes. D'accord. Alors après, c'est pas la même cible que Powers. Oui, ça aurait été plutôt une question pour monsieur. Voilà. Évidemment, là, moi. Je la pose à Adrien, c'est pas grave, parce qu'à la base, elle était pour Adrien, c'est en plus. Oui, c'est ça. Le rôle du parent, central encore une fois, en fait, parce que déjà, on souhaite construire le jeu avec les enfants, et en fait, on se rend compte que bien souvent, Powers, comme Adibou, c'est le premier jeu de beaucoup d'enfants. Donc, le parent accompagne, en fait. Le parent est là pour regarder, en tant que caution, en fait, et analyser ce qui se passe. Et on souhaite du coup construire à la fois avec l'enfant, mais aussi avec le parent. On va saluer Romain Vincent, qui est toujours avec nous, qui est enseignant en histoire-géographie, doctorant en sciences de l'éducation et vidéaste sur la chaîne Jeux vidéo et Histoire. Et on va justement voir un extrait de l'un de vos cours sur YouTube. Ça donne ça. Donc ici, c'est moi qui jouais, j'avais la manette, et j'ai choisi de démarrer sur le toit de la cathédrale, comme vous pouvez le voir, car là, vous regardez la capture en classe. Le but, c'était de leur montrer où avait démarré l'incendie, les éléments de la cathédrale qui avaient résisté, les éléments qui sont perdus, notamment la flèche, en leur précisant d'ailleurs qu'elle était anachronique, et un élève m'a rappelé l'anecdote du coq placé au sommet de la flèche, que l'on a quand même retrouvé sous les décombres. Du coup, on est monté voir, parce qu'évidemment, les élèves ont voulu que je monte tout en haut, et on a vu d'ailleurs que le coq n'y était pas.
On pouvait également voir les statues qui avaient été enlevées au moment des travaux de rénovation. D'ailleurs, le fait d'être en haut de la flèche permettait d'avoir un point de vue intéressant sur l'ensemble de la cathédrale et donc de remobiliser des notions vues en cours, en leur redemandant par exemple ce qui permet de reconnaître que l'on est sur une église. Et là évidemment, la forme de croix apparaît très clairement. Incroyable, cet extrait est toujours, c'est vrai, incroyable ce jeu qu'est Assassin's Creed Unity. Romain, est-ce que c'est le genre d'expérience que vous avez réédité en cours? Alors, oui, ça m'est arrivé de le faire quelques fois. Après, c'est intéressant parce que j'avais complètement oublié cette vidéo qui date un peu, qui date, je crois, d'avant mon début de recherche universitaire là-dessus, dans lequel je vais voir en fait les enseignants qui utilisent des jeux vidéo autres que ce que je fais moi. Mais oui, en fait, la séquence que vous avez choisie est intéressante parce que je mets en avant les côtés, on va dire, positifs. Et notamment, ça traduit quelque chose de ce que le jeu vidéo devient quand il arrive en classe. C'est-à-dire, vous l'avez vu, il n'est plus un jeu. C'est moi qui joue et je montre, c'est une sorte de diaporama amélioré un petit peu. Donc c'est moi qui montre un petit peu les éléments aux élèves. Après, et je l'explique dans le reste de la vidéo, là où ça coince un peu, on a une tension plutôt. On parle toujours des liens évidents entre apprentissage et le fait de jouer qui sont pas spécialement prouvés par la recherche, hein, très honnêtement. La suite de la vidéo, j'explique les tensions, par contre, qui sont visibles entre l'aspect ludique et l'aspect éducatif. C'est-à-dire quand je jouais, les élèves voulaient, parce que c'est un jeu d'action Assassin's Creed, hein, une partie des élèves voulaient que je descende et que je me batte un petit peu avec les ennemis, etc. Donc on avait une tension entre le ludique et l'éducatif. Mais ce que les deux intervenants ont rappelé, ce que vous avez rappelé aussi également, hein, dans le rôle de ces jeux dits éducatifs, de cette mise en forme éducative du jeu, c'est le rôle des encadrants. Professeurs d'un côté, parents peut-être de l'autre. Et quand on étudie un peu plus finement ces interactions, on s'aperçoit que ces encadrants, profs, parents, ont tendance à atténuer l'aspect ludique pour que justement l'aspect éducatif soit beaucoup plus visible. Donc en fait, ces relations entre apprentissage et jeu sont pas si évidentes que ça. Ils dépendent non pas tant du dispositif, c'est-à-dire du jeu, mais ils dépendent plutôt du contexte. C'est-à-dire qu'est-ce qui va rendre le jeu éducatif? C'est le contexte. Si vous le mettez un jeu à l'école, ça va être un peu plus facile de le rendre éducatif parce que vous êtes dans le contexte légitime d'éducation. À l'école, vous venez pour travailler généralement. Et c'est ce qu'on fait beaucoup à l'école en France. Quand un jeu vidéo est apporté en classe, il y a toujours un travail qui est apporté à côté. Et en ce sens, le jeu vidéo a sa place à l'école? Vu qu'il est, oui, pourquoi pas. Enfin, il est utilisé. On a déjà des petites traces de pratique dès la fin des années 70, en fait, dès que l'informatique en fait est rentrée à l'école. Donc, c'est toujours présenté comme une innovation pédagogique dans les discours médiatiques, voire parfois institutionnels. En réalité, quand on prend un petit peu de recul avec ça, on observe que oui, le jeu vidéo est un petit peu rentré. Ça reste une pratique minoritaire, hein, même maintenant. Déjà rentré dans les écoles dans ces années-là, et que de toute façon, le jeu vidéo, en tant qu'industrie, est quasiment né avec des intentions éducatives. On peut penser à un jeu comme The Oregon Trail, par exemple, qui est sorti à la fin des années 70, qui a eu un certain succès aux États-Unis, par exemple. Donc c'est pas si nouveau que ça, en fait. Quelle est la promesse de votre chaîne Jeux vidéo et histoire? Pardon, j'ai pas écouté le début, là. Quelle est la promesse de votre chaîne Jeux vidéo et histoire? Jamais réfléchi en termes de promesses. Moi, j'avais commencé en 2012 là-dessus pour, à côté de mon métier d'enseignant, en fait, proposer des chroniques, des analyses de la manière dont le jeu vidéo était utilisé, dans la manière dont le jeu vidéo utilisait le passé comme référence. J'ai commencé après à utiliser des jeux en classe, avec plus ou moins de succès. Mais maintenant, moi, ce que je me concentre maintenant, c'est vraiment sur mes recherches universitaires et la chaîne est un petit peu de côté. Et la recherche, c'est d'essayer de voir derrière tous ces discours, qu'ils soient institutionnels, professionnels ou médiatiques, que font réellement les enseignants avec les jeux vidéo. Et est-ce que les élèves sont des joueurs ou est-ce qu'ils travaillent avec les jeux vidéo? Voilà. On va voir des extraits du jeu vidéo Arosio. Hein. Je crois que c'est fait par votre firme, si je me souviens bien, dans le Rome antique. Mélange de quiz, bien sûr, et d'histoire. C'est un autant des Romains. Dans le théâtre d'Orange, qui a été reconstitué entièrement, modélisé. Et du coup, on en a fait un outil pédagogique pour découvrir cette période de l'histoire, comment fonctionnait l'acoustique, par exemple, comment les gens vivaient à l'époque, rencontrer des personnages historiques, etc. Voilà. Romain, justement, le jeu vidéo, c'est un angle parfait pour intéresser, pour attirer les élèves, que ce soit pour l'histoire ou la géographie. C'est un bon outil.
Alors vous avez employé le terme d'outil qu'on emploie souvent. Après, on peut se demander, quand il devient un outil, est-ce qu'il reste vraiment un jeu? Bon, j'ai parlé de ça un petit peu tout à l'heure. C'est vrai qu'on a un effet, il peut y avoir l'effet, ce qu'on appelle l'effet waouh, quand le jeu vidéo rentre en classe. Souvent, les enseignants, à défaut de matériel dans les établissements, rentrent utilisent leur matériel maison. Donc, quand le prof arrive avec sa PlayStation, sa Xbox ou quoi, oui, il y a un certain effet qui n'est pas tant vers les apprentissages, mais plutôt vers l'image de l'enseignant et de son relationnel avec les élèves. Là, c'est assez visible quand même. Après, niveau motivation, oui, c'est toujours l'argument en fait qui ressort concernant le jeu vidéo à l'école. Mais là, vous avez les mêmes discours avec le numérique. Vous avez le même discours avec le cinéma. Vous avez le même discours avec l'audiovisuel, comme je l'ai dit, depuis les années 70 en gros. Donc, c'est pas si visible que ça. Après, il y a quand même des catégories d'élèves, même si c'est très dur de systématiser, où c'est peut-être un peu plus difficile que ça pour eux, c'est les deux extrêmes en fait. C'est-à-dire les élèves en très grande difficulté cognitive, où quand vous allez apporter du jeu, vous apportez aussi une certaine dose d'implicite. Et ces élèves-là peinent en fait à faire les liens cognitifs, ça c'est assez visible. Et vous avez aussi les élèves voire très scolaires, qui eux peuvent émettre un doute en fait sur l'utilité du jeu pour apprendre. On va dire. Donc on a un petit peu ça. Ces élèves très scolaires vont y voir un intérêt. Par contre, si le jeu est extrêmement intellectualisé, ce qu'on retrouve parfois en cours d'histoire, par exemple, quand le jeu vidéo n'est plus un jeu, mais qu'il est utilisé comme un document, en fait. Adrien Dassoro, l'intelligence artificielle, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'elle s'adapte justement à chaque joueur? Il faut, sinon c'est pas vraiment une bonne intelligence artificielle. Ça doit s'adapter au point de vue du contenu. C'est-à-dire que ce sera une sorte de prof sur mesure, c'est ça? On pourrait l'appeler comme ça, oui. Après, je ne sais pas si on peut parler vraiment de prof, puisque dans un prof, il y a une dimension peut-être supérieure, mais oui, ouais. C'est un accompagnement sur mesure, qui est incarné dans l'univers de Powers par le petit dragon qu'on a vu, qu'on voit en vidéo, là, qui est la chimère, en fait. Quelle est l'importance de la narration dans Powers? Et comment vous travaillez justement cette pédagogie? Alors, 10 questions différentes. L'intérêt de la narration, il est central. En fait, plus la narration sera forte, plus l'enfant aura envie de se plonger dans l'univers de Powers. Donc potentiellement d'apprendre. C'est comme si je vous disais, qui autour de la table n'a pas rêvé de recevoir sa lettre pour aller à Poudlard et devenir sorcier. C'est un peu ce qu'on va essayer et ce qu'on essaie de recréer justement avec Powers. La narration est centrale en ça. L'info en plus, c'est avec Mathilde. C'est parti. L'info en plus, ma chère Mathilde, avec Direction de Québec et ce concept de ludification. Effectivement, dans ludification, vous l'avez bien dit, bravo. Ouais, on retrouve effectivement le mot ludique. C'est un concept qui permet aux professeurs de diriger un jeu de rôle avec les élèves de leur classe. Ces élèves incarnent différents personnages, donc on a compris un peu le système. Ce jeu en ligne s'appelle Classcraft. Alors c'est une application web qui a été développée par le Québécois Sean Young. Au départ, il a vu le jour dans le but d'encourager le travail d'équipe, puisque les élèves travaillent en équipe, ils acquièrent des pouvoirs, atteignent des niveaux supérieurs. Les joueurs sont divisés en 3 catégories. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, c'est les mages, les guerriers et guérisseurs. Alors, c'est vrai, c'est pas très connu en France, Classcraft. Il est utilisé comme supplément, en tout cas, à l'éducation et change la façon d'enseigner et pour la rendre, évidemment, plus ludique, en tout cas au Québec. Classcraft, ça vous parle ou pas du tout, messieurs? Pas encore, mais je vais aller regarder. Pas encore. Et le but, c'est ça, c'est que les différents logiciels, jeux vidéo éducatifs que vous développez soient peut-être demain un outil important en classe et reconnu par l'éducation nationale. C'est le but? Pas forcément avoué, mais... Non, c'est pas une question de l'avouer. C'est que pour nous, non, c'est ni une nécessité ni forcément une envie. D'accord. On y voit potentiellement... ça va, comment dire... Le jeu Powers, pour l'instant, est adapté vraiment à un usage à la maison. Si on devait le transposer en classe... Il y aurait moins de liberté. S'il y avait l'éducation nationale qui chapeautait un peu votre jeu, j'imagine que vous auriez moins de... Certainement, déjà oui, en effet. De liberté, en tout cas, dans l'imagination et dans le concept. Après, on travaille avec Atier Bayard, donc on a déjà un socle de contenu qui est très scolaire. Donc, non, c'est plutôt sur la façon d'appréhender le jeu et les outils qui vont avec, en fait. Ouais. Livrer des kits pédagogiques, échanger justement avec tous ces enseignants. Donc, pour ça, on n'est pas... Voilà, Frédéric, est-ce qu'il y a un jeu Ikigai Games for Citizen demain qu'on peut imaginer nous, c'est clairement l'objectif, et puis c'est déjà le cas.
Je veux dire, c'est des jeux qui sont développés en partenariat avec des universités Ouais. et leur Ça a commencé département par la d'innovation pédagogique. Donc, c'est clair que avec tout l'enjeu, c'est qu'on fasse un jeu, des jeux qui puissent s'intégrer en plus dans l'environnement pédagogique, c'est-à-dire que les nouveaux standards, voilà, qu'on puisse utiliser les données avec. Et là, je me permets de rebondir sur le big data, voilà, où il y a un enjeu important sur le big data, justement sur l'auto-adaptation des jeux, sur la possibilité d'identifier les lacunes, etc. Des étudiants. Et là, aujourd'hui, il s'agit de lever le verrou en fait, de l'intelligence artificielle parce qu'on ne collecte pas assez de données. C'est ça le problème qu'on rencontre aujourd'hui dans l'intelligence artificielle pour l'éducation. Voilà. Donc l'idée aujourd'hui, nous, c'est de mettre des serveurs dans toutes les universités qui vont pouvoir s'interroger et KIGAI va pouvoir analyser les traces utilisateurs pour fournir effectivement des informations précieuses à la recherche cognitive. Et aux neurosciences. Romain Vincent, on reçoit beaucoup de parents effectivement dans School TV Le Mag qui ont cette crainte forcément quant au nombre d'heures passées sur ces jeux vidéo. Vous me dites quoi, que les jeux vidéo et même les jeux éducatifs, c'est bien mais c'est comme le chocolat, faut pas en abuser? Je ne sais pas s'il faut, orienter la question comme ça. Je pense que les effets, en fait, dans les deux cas, que ce soit les effets dits négatifs sur les jeux vidéo qu'on ressort de moins en moins, je pense maintenant, que ce soit leur dangereux, le fait de rendre violent ou rendre addictif ou je ne sais quoi, bon, c'est pas spécialement prouvé par la recherche, donc finalement, c'est pas très probant. Mais même parfois les vertus qu'on donne énormément aux jeux vidéo en termes d'éducation, même des effets thérapeutiques, etc., ils sont à chaque fois dépendants beaucoup du contexte. Donc même les effets, les bienfaits, entre guillemets, sont pas tant que ça prouvés, en fait, dans un sens. Ce qui reste, c'est jouer. Est-ce que jouer, c'est mal? Non, je pense pas. Mais dans les discours qu'on évoque en partie ici, on est dans les discours de légitimation, en fait, du jeu vidéo. Il faut qu'il soit plus qu'un jeu. Sinon, vous le dites, ça inquiète, voilà, machin, bon. Pas tant que ça. On sait maintenant que le jeu vidéo, c'est une pratique qui socialise les jeunes, ils en parlent dans les cours de récré, ils s'amusent. Et je pense qu'il faut accepter aussi que en jouant, déjà, on apprend à jouer. C'est le premier apprentissage que l'on fait en jouant, et c'est quelque chose qui passe complètement à la trappe dans tous les discours, toutes les réflexions qu'on a sur ce sujet. Je trouve que c'est parfois un peu regrettable. Et puis jouer, c'est pas grave. Jouer, c'est du divertissement, c'est de l'amusement, c'est du loisir. Quand il est pratiqué en majorité, c'est-à-dire hors de l'école ou des sphères éducatives. Voilà, jouer, c'est cool. Jouer, c'est cool, Adrien, c'est aussi votre sentiment, et vous balayez d'un revers de main toutes ces... je ne vais pas dire c'est polémique, mais en tout cas, toute cette littérature autour de la consommation et peut-être de la surexposition des écrans. Alors, on les balaye pas d'un revers de main, on en a pleinement conscience. Et en fait... Je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce que Romain Vincent vient de dire, c'est que c'est un équilibre finalement. C'est comme un enfant qui passerait trop de temps, je sais pas, devant la télé ou quoi que ce soit. C'est pas un jeu vidéo, mais c'est une activité qui est déséquilibrée. Et non, au contraire. Et certains font aussi la différence entre effectivement consommer de la télévision, passer 2 heures devant la télé et passer 2 heures devant un jeu vidéo. Après, se pose aussi la question de des écrans actifs ou inactifs. Oui, déjà, oui. En plus, se pose la question aussi de la nature du contenu. Devant quelle émission on passe 2 heures? C'est peut-être pas la même chose en fonction d'un dessin animé ou d'une émission culturelle. Mais en fait, non, on en a pleinement conscience et au contraire, je crois qu'il y a un rôle aussi pédagogique là-dessus, et vous en parliez avant, notamment avec le rôle et l'accompagnement du parent, parce que c'est en tout cas pour le cas de Powers qui est un jeu à la maison, vous avez employé en plus la formule c'est comme le chocolat, faut pas en manger trop. On en a échangé très récemment avec Olivier Dury, qui est un psychologue spécialisé sur la question, qui fait de la médiation par le jeu vidéo, qui a repris exactement la même formule. Je vais piquer. Voilà, j'imagine. Attendez. Je vais pas mentir. Voilà, en fait, il y a... Un podcast très intéressant. Merci. En fait, on peut utiliser des repères, des choses qui existent, quand même, des outils, pour avoir au moins avoir conscience de quelle quantité d'écran on peut consommer et comment, c'est-à-dire soit avec le parent, sans le parent, avant de se coucher par exemple, on sait que c'est pas forcément très conseillé, avant d'aller à l'école pareil, et tout ça, je pense que c'est un peu aussi notre responsabilité de le communiquer aux parents. Il y a une vraie Frédéric, pédagogie. comment on rassure les parents? Vous qui êtes baigné... Mais justement, je suis pas 24 heures sur 24 avec les parents, encore une fois. Non, mais je m'adresse 24 heures sur 24 dans le jeu vidéo, en tout cas. Oui, bien sûr. Non, moi, je suis en désaccord avec ce que j'ai entendu là tout à l'heure. C'est-à-dire que l'efficacité du jeu vidéo pédagogique, elle est avérée. Voilà, on le constate
tous les jours. Donc ensuite, pour ce qui est du jeu vidéo, il n'a pas du tout, le jeu vidéo pédagogique au sein de l'enseignement, il n'a pas du tout vocation à se substituer à la présence physique des enseignants. Au contraire, c'est un outil supplémentaire qui va lui permettre d'identifier des lacunes. Voilà, au sein d'une mécanique de jeu, grâce notamment à des tableaux de bord, à des éditeurs de niveau, à la possibilité d'injecter lui-même ses questions. Parce que c'est ça tout l'enjeu, c'est qu'il y a le jeu vidéo et puis il y a tous les services qui l'accompagnent. Donc il va pouvoir piloter ses formations et identifier de manière très précise où ça échoppe avec tel ou tel étudiant et comment il va pouvoir s'adresser à lui avec précision dans le cadre du présentiel. Voilà. Donc la vocation, ce n'est pas d'éjecter le présentiel et le cours de classe, mais de donner des outils puissants d'analyse de données pour pouvoir ensuite améliorer son cours. Et aussi le caractère immersif qui est formidable, c'est-à-dire que si vous voulez manipuler des molécules dans une salle de classe, c'est compliqué. Bon, eh ben vous pouvez le faire en classe avec un jeu vidéo. Et vous pouvez, si vous avez mis en place un mode multijoueur, et je termine là-dessus, eh bien, vous pouvez créer des dynamiques collectives au sein même de la classe en présence de l'enseignant. Et tout ça, c'est noté. Merci encore à tous. On va remercier notamment Romain Vincent qui était avec nous en Skype. Un grand merci. Il paraît que vous avez parlé de Resident Evil 2, le remake qui n'a rien à voir avec l'histoire, là, non? Oui, complètement rien à voir. Là, c'est plus de l'histoire du jeu vidéo qu'on va analyser les deux versions de Resident Evil, l'original et le remake, à la Bibliothèque nationale de France le mardi 10 mai prochain. Un grand merci à tous les trois, Romain Vincent, Frédéric Luto, responsable développement pour le consortium national Ikigai Games for Citizens, et Adrien Aldassoro, qui est Head of Education de Powers. Un grand merci à vous, ma chère Mathilde. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Merci beaucoup.